Nous allons traiter ce matin, et moi j'ai le plaisir d'accueillir à Bordeaux le professeur Jean-Pierre Clément, qui nous arrive de Limoges. Je vais laisser le professeur Aouizerat, en tous les cas, faire les mots de son discours qu'il avait prévu sur cette thématique. D'abord, je vous souhaite vraiment la bienvenue ce matin après une journée très riche et intense et des communications vraiment de grande qualité. Alors effectivement, le titre du congrès, psychotraumatologie à tous les âges, et justement c'est pour ça qu'il nous fallait absolument illustrer aussi la psychotraumatologie chez les personnes âgées, et on voit que c'est quand même un sujet d'actualité, puisqu'il n'y a pas une seule journée où on ne parle pas justement des personnes âgées et des traumatismes aux urgences, en EHPAD, etc. etc. Et donc j'ai la chance également de pouvoir co-animer cette session avec Chantal, mais également avec le professeur Nathalie Salle, qui est professeur de gériatrie. Évidemment, je le connais de longue date puisque nous avons été nommés la même année. Et nous sommes, voilà, c'est des souvenirs que nous gardons avec les mêmes péripéties. Et le docteur Catherine Sarlang qui justement s'occupe de l'unité de l'équipe mobile gérontopsychiatrie. Donc voilà, j'ai en tout cas des jeunes collègues qui sont vraiment très, dont la thématique est très centrée justement sur la prise en charge des personnes âgées. Et nous avons ici le plaisir d'accueillir le professeur Jean-Pierre Clément, qui est professeur de psychiatrie à Limoges. Et il fait partie justement des rares psychiatres à avoir une activité extrêmement spécialisée et très reconnue en France, justement dans le domaine de la gérontopsychiatrie, puisqu'il s'occupe également du centre mémoire sur Limoges. Et c'est un de nos grands experts, non seulement sur la région, et également en France, justement dans ce champ ou cette surspécialité ou cette discipline. Bonjour à tous, et puis un grand merci à Chantal Berger et à toute son équipe, puis l'organisation bordelaise assez merveilleuse de m'avoir sollicité pour venir parler d'un sujet. Alors j'ai changé le titre, psychotraumatisme et personnes âgées est devenu psychotraumatisme, le risque cognitif chez la personne âgée, donc c'est à peu près ce titre-là. Je reste ici pour avoir le pointeur, afin de vous montrer des petites choses sur les, combien tu m'as dit, 2 heures, donc pendant la durée de cette intervention. Donc, si je reviens là-dessus, vous voyez en bas, il ne faut pas confondre CN2R avec CM2R, hein, bien sûr. Donc là, ce ne sont pas les centres nationaux par rapport à la... J'aime beaucoup le mot résilience. Là, c'est Centre Mémoire de Ressources et de Recherche. Fédération interhospitalière un peu particulière à Limoges qui a réussi à fédérer la neurologie, la gériatrie, la psychiatrie et la neuropsychologie pour s'occuper des gens qui viennent se plaindre de la mémoire. Mais quand on se plaint de la mémoire, ça ne veut pas dire qu'on a obligatoirement des troubles de la mémoire ou des troubles cognitifs au sens large. Ça veut parfois dire beaucoup d'autres choses avant d'affirmer de façon trop péremptoire, dans beaucoup de cas, Madame, vous avez la maladie d'Alzheimer. Il faut quand même être extrêmement prudent, mais parfois il y a des hauts voltigeurs qui se permettent ce jeu-là. À mon avis, c'est pas du tout drôle. Le titre étant la personne âgée et le trouble de stress post-traumatique, quelques mots, l'essentiel, puisque ce n'est pas l'idée que je veux vous faire passer. Il y a chez l'adulte vieillissant beaucoup d'éléments non spécifiques, sous-entendus, les mêmes qu'on va retrouver chez la personne âgée, qu'on aurait pu repérer cliniquement chez la personne adulte. Mais il y a quand même quelques éléments spécifiques, j'en cite qu'un, parce que ce n'est pas tout à fait le débat, l'importance clinique de l'hypervigilance, par exemple comparativement au syndrome de répétition. Ce qui est important à prendre en considération, c'est que sur la vie entière, les personnes âgées vont avoir des expériences potentiellement traumatiques, donc vie entière, vous avez compris qu'on part du début et puis on arrive jusqu'au grand âge, dans 90% des cas. Alors potentiellement traumatique, après, ça dépend où on met le curseur, bien sûr. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui nous paraît très important dans la réflexion par rapport au TSPT, c'est les antécédents de traumatisme précoce durant l'enfance. C'est là-dessus où je veux mettre l'accent, dans la mesure où c'est un peu le lien qu'on peut faire avec tout ce qui a été dit hier.
le poids du psychotraumatisme infantile, qui est donc celui où il faut hyper investir pour éviter des évolutions malheureuses jusqu'à la neurodégénérescence. Sachant qu'aussi, quand on arrive dans le grand âge, dans notre société hyper narcissique et qui est devenue de plus en plus violente, les personnes âgées sont de plus en plus victimes d'actes gratuits de violence qui vont bien sûr pouvoir être à l'origine de psychotraumatismes. Dans la réflexion, ce qui est important, c'est où et puis surtout quand a eu lieu l'effraction traumatique dans l'histoire de la personne. Et ce qui manque un peu, et moi c'est ce que je pousse à faire dans un centre expert de la mémoire, c'est au-delà de l'approche cognitive, le bilan neurocognitif, qui est maintenant extrêmement bien formalisé, il n'y a aucune équivoque pour poser des diagnostics clairs sur le plan neuropsychologique, on aille investir plus l'histoire de vie. Vous me direz, c'est une évidence pour un psychiatre, mais là aussi c'est un mot que je déteste. J'aimerais beaucoup plus qu'on s'appelle médecine psychique pour dire n'importe qui peut avoir une souffrance psychologique sans pour autant qu'on dise il est psychiatrique ou il est fou, parce que ça c'est vraiment extrêmement stigmatisant. S'intéresser à la biographie des gens, s'intéresser à leur histoire de vie. Alors, bien sûr qu'il y a, au-delà de tous les facteurs de risque qu'on connaît, dans les personnes âgées qu'on est à même de prendre en charge à l'heure actuelle, des choses qui ressortent beaucoup dans leur histoire. Bon, l'horreur des guerres, on la connaît, elle est dans beaucoup d'histoires, parce que j'insiste là-dessus. Des viols pendant l'enfance, il faut beaucoup insister là-dessus, et puis surtout le cumul d'événements de vie qui sont finalement l'essentiel de l'histoire de nos patients qu'on voit, je répète, par la porte d'entrée, plainte cognitive. Je vous rappelle les formes cliniques très brièvement pour dire, ben oui, il y a eu une mise en ordre un peu des formes cliniques chez la personne âgée. La forme de novo qui est l'état de stress post-traumatique au décours d'un événement de vie après l'âge de 65 ans, âge arbitraire de l'OMS pour dire après on est une personne âgée. Ça aussi, ça peut se discuter. Et qui va énormément dépendre de cette résilience qu'on a auparavant peut-être appelée les stratégies d'adaptation ou de coping. Si elles sont bonnes, a priori le risque est amoindri, et si elles sont mauvaises, le risque est augmenté. La forme chronique, qui va persister sur des décennies et qui va s'exacerber pendant le grand âge. La forme retardée, qui est la décompensation tardive d'un événement de vie ancien, au moment de la retraite, et je crois que c'est un indicateur robuste pour dire attention, c'est une période de l'existence qui doit être préparée, qui l'est parfois insuffisamment et qui peut être à même de faire basculer la personne dans une réflexion sur elle-même. Il est à nouveau temps de penser au passé. C'est la phrase d'une personne âgée qui avait beaucoup de choses à malheureusement brasser dans son histoire passée. Et puis bien sûr, comme vous le savez, il y a aussi des formes un peu plus complexes qui seraient, alors un peu la réflexion qui va suivre, les traumas répétés au cours du développement précoce, sous-entendu dans la phase infantile de cette personne qui est devenue âgée. Des stratégies convenues, là aussi je ne veux pas développer, les antidépresseurs, mais là aussi c'est compliqué parce que en fait on n'est pas en train de traiter une dépression, même si la comorbidité est extrêmement connue, beaucoup de personnes n'aiment pas entendre ce terme. Peut-être qu'il faudrait se poser la réflexion à un niveau scientifique, de le renommer, parce qu'on traite finalement pas que des symptômes dépressifs, on traite justement des symptômes psychotraumatiques, anxieux, d'irritabilité, etc., etc. Donc vous verrez qu'on peut le revoir d'une autre façon un peu plus loin. Les thymorégulateurs,
toujours les mêmes questions. Peut-on utiliser d'autres psychotropes comme les benzodiazépines, les bêta-bloquants, l'hydroxyzine? Alors je vous les ai mis dans un ordre inverse de la préférence de la plupart des auteurs ou prescripteurs. Mais enfin, ce n'est pas le porte-étendard de la stratégie médicamenteuse la plus importante. Il est toujours convenu de beaucoup plus insister sur les prises en charge non médicamenteuses, pour pas dire psychothérapiques, bien sûr, lorsqu'on veut le faire, lorsqu'on a le temps de le faire, lorsqu'on sait le faire. C'est comme chez l'adulte jeune, avec des petits aménagements. Je donnerai par exemple l'idée que certains praticiens puissent envisager des thérapies cognitivo-comportementales simplifiées, d'autres s'appuieront sur des thérapies psychodynamiques, d'autres plutôt sur des thérapies de groupe, à condition qu'on ait finalement les effectifs suffisants pour envisager cette démarche, plutôt par type de traumatisme, pas simple. Puis il y en a même qui commencent à dire, ben, le EMDR, moi j'ai un praticien hospitalier dans mon service qui commence à pratiquer ça de façon assez régulière avec des personnes âgées. Alors je vous rappelle aussi pour les moins experts dans ce champ-là que le mot démence a disparu, donc on l'apercevra encore un peu dans les diapos suivantes, mais c'est juste pour garder le fil rouge. On parle maintenant de troubles neurocognitifs majeurs. Le majeur voulant dire finalement sévère en termes de diagnostic relativement évident, puisque là, il y a des pertes d'autonomie, il y a des modifications de la personnalité, et puis il y a vraiment des altérations cognitives qui sont sans équivoque. Et l'idée est de dire, mais avant d'être dans cet état clinique, est-ce qu'il n'y a pas préalablement des troubles de stress post-traumatique? Et on a colligé, beaucoup d'auteurs depuis longtemps se posent cette question, j'en fais partie, colliger des cas cliniques, des histoires cliniques qui en attestent vraiment. Il s'est passé des choses qui peuvent dire il y a un lien de causalité. Encore faut-il le démontrer, parce que dans la communauté scientifique, on n'est pas là pour rigoler. Il faut toujours avoir des preuves qui disent c'est pas avec un cas clinique que tu vas nous convaincre, il faut des cohortes de beaucoup de gens. Alors, il y a de plus en plus d'études qui ont été faites, et vous voyez, j'en cite quelques-unes avec des références et des revues qui, alors à chaque fois qu'on parle de revues, sont des revues de haute qualité, donc on va dire avec des comités de lecture qui ont respecté le cahier des charges, etc. Donc il y a eu beaucoup de choses sur les vétérans américains, donc bon là c'est plutôt, on va dire, des traumatismes de guerre, mais chez eux par exemple on est allé trouver que ceux qui, dans les mêmes situations de combat, ont développé un état de stress post-traumatique, la plupart d'entre eux avaient vécu un abus sexuel pendant l'enfance. On a vu les survivants de l'Holocauste qui étaient dans des conditions assez identiques, où c'était pendant leur enfance que s'était passé le principal problème psychotraumatique. Un très beau travail que je vous recommande est l'état des lieux de Greenberg et collaborateurs sur le stress, l'état de stress post-traumatique et le trouble neurocognitif majeur. Et puis vous avez d'autres travaux, extrêmement savoureux aussi, qui met en exergue peut-être un indicateur clinique sur lequel on n'a pas assez appuyé par rapport à la fragilisation qui découlerait de l'état de stress post-traumatique par rapport au cerveau. C'est le sommeil et les troubles du sommeil. Donc on a quelques explications à donner. Vous savez, donc je viens de le dire, le trouble neurocognitif majeur, il y a une détérioration des fonctions cognitives, on appelait ça les fonctions intellectuelles, et puis on dit souvent c'est surtout la mémoire. Oui, Alzheimer avait décrit des oublis comme principal signe, même si sa patiente, je vous le rappelle pour la petite histoire, avait débuté ses problèmes de santé par un délire de jalousie. On était vraiment dans la psychopathologie. L'éthiopathogénie, ça veut dire qu'est-ce qu'on a derrière? Ben, on a derrière toujours, quand on parle de neuropathologie, une neurodégénérescence qui s'explique par des dépôts de protéines devenues anormales. Entendons bien ça, hein, ce sont des protéines qui sont normales, qui deviennent anormales. Et quand elles deviennent anormales, elles s'agrègent, elles se déposent dans le cerveau.
et aussi plus ou moins associés, parce qu'il faut être fort pour dire celui-là il a une maladie d'Alzheimer, celui-là il a une démence vasculaire. Moi je pense que dans la vraie vie, la majorité des patients ont un mélange des deux. Donc c'est pour ça que je vous mis plus ou moins associé à des atteintes vasculaires. Alors prenons l'exemple de la maladie d'Alzheimer, puisque c'est comme ça que la plupart parlent. Je vous rappelle qu'elle est sporadique aussi, pour ne pas faire peur aux gens. Parce que là aussi, on dit tout de suite, oh là, mais ça c'est génétique. Et il y a beaucoup de gens qui vous disent, vous pensez que mes enfants vont l'avoir? Enfin, ou plutôt, à cause de ma femme qui est malade, est-ce que mes enfants vont être victimes aussi de ça? Non, sporadique, ça veut dire que dans 99,4%, il n'y a aucun gène autosomique dominant, c'est-à-dire qu'il se transmet de façon robuste. Les formes familiales, c'est vraiment 0,6%, c'est très peu dans la recherche actuelle. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose de commun, d'intriguant, qui est des lésions qui se ressemblent énormément dans les deux pathologies, mais peut-être que sur le plan quantitatif, dans la forme familiale, c'est une quantité énorme, et dans celle-ci, c'est plus équivoque. Donc la forme sporadique, dépôt de protéines bêta-amyloïdes, les plaques séniles. Alors vous voyez qu'Alzheimer les avait appelés les plaques séniles. En sous-entendu que peut-être on retrouvait, et c'est pas peut-être d'ailleurs, on les retrouve très présentes chez les personnes âgées déjà. Autrement dit, vous avez, selon votre âge, de plus en plus de plaques séniles. J'en ai beaucoup, plus que vous qui avez 20 ans, 30 ans, 40 ans. Moi qui en ai 90, j'en ai plus. Des dépôts de protéines Tau anormalement phosphorylées, donc c'est un autre dépôt, l'un était extracellulaire, celui-ci est dans la cellule neuronale, et puis il y en a une troisième, alors celle-là c'est rigolo parce que les chercheurs ils s'intéressent aux deux premières, puis la troisième elle est pourtant aussi importante puisque c'est les dépôts de la même protéine dans les parois des vaisseaux, mais bon, on la laisse de côté, on verra plus tard, on pense que bon, c'est pas prioritaire. Et puis il y a aussi quelque chose qui est extrêmement important, mais là aussi c'est que quelques équipes qui s'en occupent, parce que bien sûr c'est tout compartimenté ça. Ceux qui s'intéressent à la bêta-amyloïde, ils ne s'intéressent pas à la tau et inversement, donc on se tire la bourre, c'est des batailles de tranchées. Il faut bien comprendre que la communauté scientifique, on n'est pas là aussi, c'est la droite versus la gauche. Donc tout ça de toute façon amène à une neurotoxicité. Les neurones souffrent, les neurones vont mourir à cause de tout ça. Alors, les arguments pour lier l'état de stress post-traumatique et le trouble neurocognitif majeur, c'est que si on cherche, on trouve. On trouve, je répète, si on cherche, on trouve, parce que faut-il encore chercher? On trouve qu'il y a très fréquemment chez ces patients des abus, des maltraitances, des négligences, des pertes parentales. Ça a été le premier facteur de risque psychosocial qui a été publié dans la littérature en 1996 par une équipe suédoise, et nous l'avons redupliqué sur une publication, dans une publication sur une population africaine. C'était intéressant parce qu'on pensait que la perte d'un parent en Afrique allait être compensée, on va dire, par le groupe familial qui était plus élargi dans leur culture. Eh bien non. Une vulnérabilisation psychologique, alors sous-entendu, quand on est malheureux pendant l'enfance, on a une personnalité qui va peut-être pas bien se construire et peut-être des problèmes pour être adaptatifs pour la suite, la fameuse aptitude à rebondir, la résilience, et quelque chose sur lequel on travaille, la vulnérabilisation aussi psychologique, c'est-à-dire comment par la suite, après avoir vécu un stress intense pendant l'enfance, on va répondre aux autres stress de la vie, surtout par rapport à ce qui a été dit hier, le poids de plus en plus important et peut-être qui nécessite encore des recherches, l'épigénétique. Donc on se retrouve aussi avec des patients, si on va jusqu'au bout de la démarche, où au niveau de la biographie adulte et tardive, on va aussi retrouver finalement un enchaînement malheureux de facteurs de risques psychosociaux, c'est le terme un peu à l'anglo-saxonne, qui veut dire aussi événements de vie, traumatiques, et qui vont s'accumuler durant la vie, alors avec parfois des réponses et autres pistes, mais non résolues à l'heure actuelle, qui sont que beaucoup de patients ont dans leur histoire de vie passé des réactions dépressives, répétées, récurrentes, mais avec beaucoup de publications, sauf que dans ces publications, finalement, ce qui manque, c'est
Mais est-ce que ces patients qui ont été déprimés ont été correctement traités de leur dépression pour éviter de devenir déments un jour? Et là, la communauté commence à se dire, putain, mais c'est vrai, on a oublié la variable traitement. Comment on va faire maintenant pour... ça manque énormément, parce que finalement, quand on vous parle d'une maladie quelconque, soit vous arrivez à la stabiliser, c'est ce que fait la médecine, elle stabilise beaucoup de maladies, elle guérit les maladies infectieuses, mais le reste, on essaye de stabiliser. Nous, on stabilise les bipolaires, on stabilise les schizophrènes, mais on ne les guérit pas. Et c'est la même chose dans le problème des gens qui sont déprimés. Soit on laisse finalement leur cerveau se dégrader par une dépression qui n'est pas que fonctionnelle, hein. Elle peut avoir des conséquences sur la subtilité de la relation entre certaines régions cérébrales, certains neurones, soit on traite et puis les choses vont probablement mieux rentrer dans l'ordre pour le devenir à long terme. Donc la qualité de leur prise en charge est extrêmement importante et puis on verra qu'il y a des personnalités à risque. Alors ça sera très très résumé sur une diapo pour vous dire, il y en a une principale, mais dans une perspective dimensionnelle. Alors catégorielle par rapport à dimensionnelle, ça veut dire catégorielle, vous savez, on dit oh celui-là il a une personnalité hystérique, celui-là il a une personnalité paranoïaque, celui-là il a une personnalité évitante, celui-là il a une personnalité borderline ou état limite. Ça c'est du catégoriel. Le dimensionnel va petit à petit, je l'espère, prendre une place plus importante dans la vision de ce que nous sommes, parce que nous avons tous une personnalité qui, heureusement, n'est pas pathologique, mais qui a des traits, pour certains d'entre nous, qui sont accentués et qui peuvent, si on l'évalue correctement, permettre de repérer des personnes qui ont des vulnérabilités sur lesquelles on peut agir, parce que c'est bien beau de faire des évaluations. Hein, les diagnostics fins de neurologie, j'y suis pas opposé, moi. Mais quand on surveille une démence sémantique ou une aphasie progressive primaire non fluente, je ne sais pas si ça vous parle, qu'on les suit 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, parce que c'est déjà pas mal, 8 ans, ben ils arrivent tous à la même finalisation. Hein. Au début, ils sont vraiment différents de l'Alzheimer classique, mais à la fin, comme on dit, ils deviennent tous égaux. Hein, c'est bien ça qu'il fallait dire. Hein, c'est le truc que je devais placer. Ils étaient différents au départ, puis après ils devenaient égaux. Alors, le regard scientifique, donc vous voyez l'exemple de la maladie d'Alzheimer, je prends cet exemple parce que j'aurais pu vous saouler avec une autre forme de démence, il y en a d'autres, hein, avec des noms aussi un peu éponymes, comme on dit, la démence à Cordes-Lévy, etc., etc. Donc celle-là, elle est connue, et puis même le mot Alzheimer, il faudrait le faire disparaître, mais bon, c'est la quête de la cause, pourquoi. Donc justement, je vous disais les sectes, les équipes scientifiques. Vous savez, dans mon élan, moi sans mes lunettes, hein, j'y vois pas. Donc les baptistes, donc ceux qui défendent la protéine bêta-amyloïde, mais qui seraient liés au vieillissement cérébral, hein, je vous ai dit, vous en avez plein le cerveau, vous aussi. Enfin, plein. Moins qu'un Alzheimer, rassurez-vous. Et puis les tauistes se tirent la bourre parce que avoir des dépôts de protéines tau anormalement phosphorylées dans les neurones, ben ça les stresse. Ils conduisent moins l'information à l'intérieur et ça augmente l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort cellulaire programmée. Vous avez des phénomènes. Alors, les plus beaux phénomènes d'apoptose dont nous disposons, c'est notre peau qui tous les jours se renouvelle un peu. C'est normal. Mais il y a des endroits où il ne faut pas que ça se bouscule trop vite. Et normalement, dans le cerveau, il faudrait que ça aille un peu moins vite que lorsqu'on a des taux, des protéines tau. Et puis, la bande de margoulins dont je fais partie s'appelle les cortisolistes, avec des réflexions qui durent depuis une bonne trentaine d'années. Sapolsky avait dit pourquoi le stress est mauvais pour le cerveau. Je crois que c'est la grande question qu'il faut continuer à se poser. Why stress is bad for your brain? Avec ce départ, mais qui a été vraiment malmené par la communauté scientifique, l'hypothèse de la cascade glucocorticoïde, qui sont que dans notre corps, lorsqu'on a des excès répétés de cortisol, on a une neurotoxicité. Bon, ça peut être neurotoxique, ça peut être toxique sur d'autres régions du corps, mais on ne va pas tout développer ici. On parle du cerveau avec
quelque chose qui est la cascade glucocorticoïde, le principe d'un axe qui s'appelle hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc hier, vous avez aperçu des régions cérébrales. Là, ça en est... Ouh, ça, il faut que j'aille très vite alors. Il se mature pendant l'enfance et s'il y a des événements traumatiques, il va se déréguler. Alors, le problème, c'est que toute la communauté scientifique a travaillé sur le cortisol de base depuis des années, avec des résultats qui étaient intéressants par rapport à l'état de stress post-traumatique où il est bas le matin à 8 heures, et quand il est prélevé chez un dépressif, il est élevé, mais quand vous avez les deux, il est normal. Ben oui, bas plus haut égale normal. Donc si on en reste là, ce n'est pas satisfaisant. Voici le schéma rapide d'un axe du stress mature, donc des rétrocontrôles qui se font très bien. Voici un axe du stress qui n'a pas pu se mettre en place de façon correcte, donc qui est immature. Donc vous voyez, les rétrocontrôles se font mal, c'est-à-dire le cortisol ne va pas rétrocontrôler cette cascade glucocorticoïde correctement, avec des conséquences qui sont très dommageables au niveau notamment de la neuroréparation. Alors nous pratiquons à Limoges, dans une étude qui est la démonstration biologique de ce qu'on affirme, le test au CRF qui simule un stress. On injecte ce qui était sur la diapo précédente, sécrété par l'hypothalamus, et voici quelqu'un de normal, donc il y a un axe mature, voici quelqu'un qui a un axe dérégulé, ce qui fait qu'il y a une persistance cortisolique anormalement élevée pendant trop longtemps, avec finalement des molécules glucocorticoïdes qui sont extrêmement délétères pour le cerveau. Alors, nous avons fait une étude sur le trouble neurocognitif mineur, finalement, qui est le principal diagnostic d'entrée lorsqu'on les voit suffisamment tôt, les patients au Centre Mémoire de Ressources et de Recherche. Le devenir des troubles neurocognitifs mineurs, c'est 20% deviennent majeurs en 2 ans. Donc, si vous prenez 10 ans, ça fera 100% de réussite. Qu'est-ce qu'on fait devant ce constat-là? Donc on fait tout ça, le test dynamique que je viens de vous montrer, la biographie, la personnalité et les habitudes de vie, etc. Bien sûr, il y a des facteurs de risque connus, vous le savez, il faut équilibrer les facteurs de risque vasculaires. Alors voici un résultat après la mesure du cortisol. Vous voyez 2 lignes en bleu, qui sont des patients qui n'ont pas terminé les 2 années de surveillance. Et puis, une en rouge qui a terminé les 2 années, qui, elle, a converti en troubles démentiels, les autres étant des non-convertisseurs, les bleus étant en attente de ce qu'ils vont devenir. Voici une autre mesure qui est mesurer la différence entre le dosage à 0 et le dosage à 30 minutes, puis à 60, puis à 120. Alors, ça prend des allures différentes, mais ça vous montre bien que ça, c'est les sujets qui n'ont pas converti. Ça, c'est la patiente qui a converti, un des 2 patients en cours de surveillance et un patient qui est aussi en cours de surveillance, mais qui n'a vraiment pas le même profil biologique. Quand on voit leurs vraies histoires, puisqu'il y en a une qui est vraiment connue, alors elle a pris un... Bon, elle n'avait pas eu une enfance malheureuse, mais elle avait un score de personnalité avec un évitement du danger qui est un des indicateurs dimensionnels qui est le plus robuste dans notre affaire, qui est un indicateur d'un profil de personnalité, mais surtout un indicateur d'un profil d'activité cérébrale qui renvoie à l'activité des voies sérotoninergiques. Et elle avait un score élevé, une histoire de vie marquée par un drame générant un deuil impossible. Et lorsqu'on voit les 2 messieurs en bleu, celui qui pour l'instant va bien, il n'y a rien à signaler dans son histoire, celui qui est en train de chauffer, il a déjà vécu quelque chose dans l'enfance et puis dans la vie adulte, il a aussi des choses qui sont difficiles à vivre. Alors, ces 3 cas ne vont pas tout s'expliquer, enfin ces 12 cas ne vont pas tout expliquer, mais c'est pour vous dire
il y a vraiment une piste intéressante sur la pathologie neurodégénérative et ce qui se passe dans l'enfance, en n'oubliant pas que ce que l'on appelle l'enfance, c'est une période la plus précieuse avec des événements de vie, alors qui ne sont pas toujours des situations aiguës, au sens la confrontation brutale, imprévisible à une perte réelle ou imaginée, comme on en a parlé hier. Ça peut être des séparations prolongées, ça peut être, et c'est dans les critères d'événements de vie qui génèrent des troubles de stress post-traumatique, des abus sexuels, mais les maltraitances, etc., avec des explications sur lesquelles je passe, j'ai plus le temps, mais en vous rappelant que finalement, et c'est ce qu'on constate à l'heure actuelle, hein, ça y est, c'est parti, et j'en suis très heureux, le fait qu'il faut maintenant s'intéresser aux voies sérotoninergiques dans leur rôle qu'elles peuvent jouer et peut-être dans les solutions à apporter, voire même en termes de repérage de patients à risque et de prévention du basculement ou de la conversion dans leur... si on regroupe leur histoire, parce que c'est un peu ça. Alors cette diapo, elle est monstrueuse, mais elle vous résume vraiment comment on s'y prend. On part de la plainte cognitive. Si le bilan neuropsychologique vous affirme que c'est démentiel, ben là, c'est de la surveillance. Si par contre, et je finis là-dessus, hein, on a un trouble neurocognitif léger, ben, il y a deux façons de répondre. Et c'est vraiment ça la vraie vie. Soit vous optez pour la voie contemplative, comme dans les abbayes. Amen. Et vous surveillez tous les semestres. Je vous revois dans 6 mois, on verra bien comment vous allez. Alors ceux-là, vous êtes sûr que, bon, a priori, ils vont faire des conversions comme c'est écrit dans les études épidémiologiques, 20% à 2 ans. C'est pas compliqué, à 40% à 4 ans, 60% à 6 ans, 80% à 8 ans, 100%. Tout le monde a gagné à 10 ans. Sinon, il y a une autre voie active qui est l'évaluation psychopathologique dont je vous parlais. Donc on cherche, on gratte. Hein, on va à la pêche parce que ce n'est pas toujours dit spontanément. On l'a beaucoup dit hier. L'anxiété, l'irritabilité, la dépression, des psychotraumatismes. On travaille sur la personnalité, l'histoire de vie. Et on se retrouve effectivement avec des événements de vie, peut-être dans l'enfance. Alors ça correspondra peut-être à un trouble de stress post-traumatique retardé ou complexe, adulte ou tardif, peut-être à un dénouveau chronique. En tout cas, on a des résultats. Je viens de vous dire, si on a un score d'évitement du danger, donc c'est vraiment celui qui renvoie à une personnalité qui est plutôt très craintive, très dans la dépendance à l'autre. Ça pourrait correspondre dans la plupart des cas à la personnalité dépendante sur le plan catégoriel. On a une hypoactivité sérotoninergique, ça a été démontré par les travaux de Cloninger. Ben oui, ben à ce moment-là, il faut la remonter. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir 14 critères du DSM-5. Vous avez plein d'éléments du côté psychopathologique. Vous voulez qu'il évite de basculer dans la conversion. Vous prescrivez, alors peut-être qu'il faut l'appeler stabilisateur émotionnel, en tout cas un agent sérotoninergique dont on a fait la preuve que c'était neuroprotecteur. Et voici mes résultats à 10 ans. On va les publier un de ces jours. À 2 ans, pardon, mais on a des fois beaucoup plus d'années de recul. 0 conversion. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette excellente intervention qui montre qu'il est important aussi de s'occuper, dans le cas des stress post-traumatiques de la personne âgée. Il y a beaucoup de choses à dire, donc c'était très très intéressant. Je vais donner la parole à la salle. En attendant que le micro arrive, moi j'avais une question sur le rôle du médecin généraliste dans le repérage de ces personnes qui ont eu un stress psychologique dans l'enfance et comment essayer de ne pas perdre du temps et d'envoyer cette personne-là avoir un bilan psychologique par exemple et pas perdre de temps et surtout éviter ces prescriptions systématiques de benzodiazépines pour insomnie ou autre stress qui conduisent assez souvent la personne âgée vers la dépendance ou la chute, qui sont aussi d'autres stress traumatiques. En fait, je n'ai pas de réponse parce que c'est vraiment le drame actuel. Et puis, depuis plusieurs années, malgré les plans Alzheimer, on s'est beaucoup intéressé à ça, à savoir dire les médecins généraux, ils sont en première ligne pour repérer des personnes qui ont
âgés qui ont des troubles cognitifs et peut-être soit les prendre en charge eux-mêmes, mais avec la préconisation qu'ils peuvent les envoyer à des centres mémoire, même de proximité, comme on dit, c'est-à-dire délocalisés par rapport à la ville universitaire. Hein. On a un maillage en France qui est pas trop mal au niveau des CM2R, mais le problème, c'est qu'il y a, comme on dit, il y a plein de filtres, malheureusement, sociétaux qui font qu'avant qu'une personne âgée arrive devant son médecin généraliste pour dire « je viens vous voir parce que j'ai j'ai des troubles cognitifs », bon, déjà ces troubles, c'est pas plainte, il y aura eu le filtre que peut même avoir le médecin généraliste de dire « quand on est vieux, c'est normal qu'on ait des troubles de la mémoire, c'est normal que si ». Donc il y a une banalisation, il y a une minimisation, il y a un entourage qui peut... Enfin, il y a énormément de filtres qui font qu'on n'est pas bon, mais on n'est pas bon, nous, le français, mais partout ailleurs, ça reste quand même un énorme problème, puisque vous avez cité quelque chose qui est pertinent en termes de médicaments qui est peut-être surprescrit. On n'est pas les pires en France. Il y a eu une étude dont on a beaucoup discuté avec Hélène Verdoux, puisque l'équipe bordelaise y participait. C'est la RAMQ au Québec qui avait fait une étude pour voir quel était le risque de devenir dément lorsqu'on consommait trop de benzodiazépines, ou plutôt lorsqu'on consommait tout court des benzodiazépines. Alors, à la fois, elle était une belle étude rondement menée, mais un peu aberrante, parce que les chiffres étaient, il suffit que vous ayez pris une seule prise, enfin, donc un seul comprimé pour déjà avoir un risque. Parce que, voilà, et encore, avec le biais, c'est pas parce que vous avez une prescription, parce que la RAMQ est très bien organisée, c'est la Caisse primaire d'assurance maladie québécoise, pour dire, vous avez pris tant de médicaments, mais c'est pas parce qu'on vous les a prescrits que vous les avez pris. Vous savez que seulement 40% de nos patients sont très observants. Après, il y a les moyennement observants, les très moyennement observants, etc. Donc tout ça pour dire que l'étude a montré que c'était un risque, sauf qu'il y a eu un biais qu'on appelle protopathique, qui était, attention, mais dans quelles conditions on a prescrit les benzodiazépines? Parce que chez la personne âgée, le piège dans lequel on a tendance à tomber, c'est dire « Oh, un antidépresseur, ça ferait trop quand même. Je trouve qu'il est déprimé, enfin qu'il est morose, qu'il n'est pas comme il faut. Je vais lui prescrire une petite benzodiazépine. » Et puis, vous apprenez en plus que chez nos amis québécois, canadiens, mais parce que c'est vrai aussi chez les anglophones, l'indication des benzos, c'est, comme si je vous posais la question à mes étudiants, l'anxiété, l'insomnie, qui est un très mauvais mot aussi, parce qu'on ne sait pas si ça renvoie à l'endormissement ou au réveil précoce ou à autre chose. Et puis, ils y mettent aussi dépression. Alors, effectivement, peut-être que on peut donner une benzodiazépine contre l'anxiété dans la dépression lorsque celle-ci est associée à de l'anxiété, mais si et seulement si il y a un antidépresseur. C'est pas dans l'ordre inverse qu'il faut procéder. Donc, on est vraiment en difficulté pour dire les personnes âgées vont-elles être mieux dépistées, surtout par rapport aux événements dits. Je crois qu'en 10 minutes de consultation de médecine générale, c'est pas du tout le sujet. Il faut que ça soit, faut du temps. Il y avait des questions, là, je crois. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention rafraîchissante, référencée. J'ai posé une question courte. Je suis intéressée par le questionnaire utilisé dans votre étude de personnalité, j'imagine qu'il est dimensionnel. Vous êtes intéressé. Alors, bien sûr que je vais en faire la publicité parce que je pense que c'est le plus robuste. L'approche dimensionnelle, elle a failli être dans la fameuse Bible américaine de la classification des maladies mentales, le DSM-5. L'approche dimensionnelle de la personnalité allait compléter l'approche catégorielle que je viens de vous dire. Là, on dit personnalité pathologique, le paranoïaque, le schizoïde, le schizotypique, et j'en passe. Pour y mettre une subtilité sur des dimensions de la personnalité, à condition qu'on envisage que celles-ci, si on les mesure, donc ça veut dire qu'on mesure le score de traits, est-ce que j'ai 20, est-ce que j'ai 40, 60, 80 sur 100, puissent
générer des attitudes thérapeutiques. Si c'est pareil que le contemplatif que je viens de caricaturer, ça n'a pas de sens. Alors le modèle s'appelle le modèle psychobiologique de Cloninger. Donc ce sont les travaux de l'équipe de Cloninger, bon, qui est un Américain. Les relations qu'on a pu avoir avec lui ont été parfois un peu difficiles dans le sens où il est très mercantile, comme un Américain, c'est un pléonasme. Donc pour avoir les droits d'utilisation, il fallait payer. Bon, c'est pas grave, on s'arrange parce que on a revu la traduction, revu les distorsions culturelles et tout ce qu'on veut. Donc on a un outil à 150 items qui s'appelle l'inventaire de tempérament et de caractère, et qui est très facile à remplir. Alors surtout à un stade de trouble neurocognitif mineur où la personne peut le remplir elle-même sans aucune difficulté, et c'est une utilisation qu'on peut faire, moi je l'utilise tous les jours, et qui permet d'avoir des scores dimensionnels sur le tempérament, qui est donc la partie biologique de la personnalité héritée génétiquement, donc on est dans le côté vraiment psychobiologique, et le caractère qui est le côté éducationnel, maturité, apprentissage, etc. Et les 7 scores qui en découlent, ceux du tempérament sont corrélés avec des activités de neurotransmetteurs, c'est ça qui est intéressant, donc dopamine, noradrénaline, sérotonine, GABA et glutamate, et la patate chaude qui nous intéresse le plus, parce que il y a eu des publications en plus extrêmement robustes, je cite l'équipe de Wilson aux États-Unis, qui ont montré que d'avoir un score élevé d'une des dimensions, un score élevé comme vous l'avez vu chez la patiente rouge, Madame Rouge, c'est 80 sur 100, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui réactive ses voies sérotoninergiques. Le problème, c'est un peu, je fais l'image suivante, quand vous êtes sur le plateau avec votre trouble neurocognitif mineur, on peut encore faire quelque chose si vous vous approchez du bord du plateau. Donc du bord du plateau au bord de la table. Quand vous êtes tombé, c'est trop tard. Donc là aussi, des erreurs méthodologiques de beaucoup d'équipes de recherche sur les molécules sérotoninergiques, la récente, voulaient les essayer chez les maladies d'Alzheimer légères à modérées déclarées. Et non, c'est trop tard. Donc les résultats ont été négatifs. Qu'on les essaye avant, c'est-à-dire qu'on prend le patient, il est au bord de la falaise, avec son trouble neurocognitif mineur, il n'a pas encore basculé, et on va le récupérer, parce qu'on a repéré chez lui des indicateurs psychologiques de souffrance, de détresse psychologique, on le ramène au milieu du plateau, et 4 ans après, il est toujours sur le plateau. Ça, c'est la vraie vie. Jean-Pierre, j'avais une toute petite question. Parce qu'effectivement, tu évoques l'importance des mécanismes immuno-inflammatoires, d'ailleurs qui concourent aussi à l'hyperactivité de la corticotrope que tu décris très bien. Mais justement, est-ce que vous avez été regarder les prescriptions parfois pour d'autres indications, soit des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou même de l'aspirine, qui sont des anticoquins COX-2, donc avec des propriétés justement anti-inflammatoires. Est-ce qu'on a un effet bénéfique sur la non-conversion et sur le profil cognitif ? Alors, il y a eu toute une époque, alors moi je ne suis pas allé regarder moi-même, mais j'ai surveillé la littérature dans ce sens-là, sur les AINS et l'aspirine aussi. Alors plus les AINS, parce que l'aspirine, elle a paradoxalement pas fait trop l'objet de publications, de travaux, mais sur les AINS, d'avoir pris des AINS, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, pendant son existence et surtout pendant une durée importante, a été prétendument protectrice dans l'histoire de ces patients qui sont malgré tout devenus des bons. C'est ça le problème. C'est qu'après, c'est intéressant sur une durée limitée de constater que telle variable est protectrice, mais après, si on est sur une durée plus importante, ça s'avère ne pas tenir la route. Oui, bonjour. Je vous remercie de la qualité de votre intervention. On a beaucoup appris. Cependant, le mot de la fin m'interpelle. Posé par un scientifique dans un cadre comme celui-ci, enfance heureuse, vieillesse heureuse, la sémantique dit, et les mots ont une certaine charge, mais a-t-on des critères objectifs, des items qui permettent d'affirmer une enfance heureuse tout comme une vieillesse heureuse?
Y a-t-il pas là, dans ce message, quelque chose de manichéen, de trop manichéen, posé dans un contexte comme celui-ci? Est-ce qu'il n'y a pas lieu, peut-être, d'observer quelques précautions de langage pour dire enfance pas trop malheureuse, vieillesse pas trop malheureuse? Merci. Merci beaucoup. Bon. Donc en sortant, je vous donne un antidépresseur, il n'y a pas de souci, parce que c'est une façon de voir les choses un peu plus péjorative, mais bon, chacun le voit. C'était un petit adage plutôt pour espérer plus que dire, bon, on va faire ce qu'on peut. Alors effectivement, en plus, mais ça m'amène à faire une réflexion qui est la suivante. Quand vous posez la question à des patients, ils ont tendance souvent à dire « Oh là là, moi j'ai pas eu de problème, mon enfance, il n'y a eu aucun problème. » Bon, ben soit vous restez, vous cochez « Pas de problème », soit vous vous dites « C'est trop rapide, c'est trop simple, c'est trop facile, on va quand même aller fouiller derrière la case cochée. » Et puis à la 3e consultation, ah ben oui, et c'est même plus le patient qui parle, c'est le conjoint. Oh, c'était une fille unique, elle manquait de rien. Mais bon, à 8 ans, pendant la guerre, elle avait 8 ans en 1939, son père a été prisonnier de guerre, et pendant 6 ans, elle n'a pas eu de nouvelles de son père, elle l'a cru mort, et c'est que 6 ans après qu'il est revenu, elle est en moyennement bon état, et c'était une enfance heureuse. Pas tout à fait quand même, parce qu'elle est vraiment devenue démente d'Alzheimer à 54 ans. Et ça a duré 4 ans, pas plus. Mais bon, après, il y a eu d'autres événements de vie aussi qui ont fait basculer la personne. Elle avait tous les critères pour basculer. Pas du tout une forme familiale, une forme sporadique. Donc, effectivement, j'aurais pu dire vieille enfance, mais bon, vous avez compris que c'était pour se donner un peu de bonheur. Mais bon, réfléchissez à l'antidépresseur.